Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en carrière. Et en accompagnant plus de 300 clients à trouver leur job idéal, j'ai pu co-créer la carte des talents. C'est un outil qui révolutionne la connaissance de soi au travail. Chaque semaine, je vous partage ici des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue au micro, Flavie Prévost, bienvenue sur Trouver sa voie. Merci beaucoup Alban pour ton invitation. Je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui parce que c'est un sujet qui revient assez souvent. Est-ce que je quitte ma boîte? Est-ce que je fais une rupture conventionnelle et je monte une entreprise? Est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat? Ça fait flipper pas mal de monde. Ou est-ce que je monte un side business mais décollera peut-être jamais? Comment je libère du temps? Enfin, c'est vraiment des questions récurrentes de se dire, est-ce que je suis fait pour l'entrepreneuriat ou pas, etc. Et toi, tu as craqué un petit peu le truc parce que ce que tu viens de nous dire, c'est tout le monde devrait pouvoir être entrepreneur. Tout le monde devrait pouvoir, notamment en tant que salarié, avoir une corde de plus à son arc. Et donc, tu as créé un incubateur pour des personnes qui veulent monter un solo business et qui, en général, n'ont pas d'incubateur, parce que les incubateurs, c'est plutôt pour des entreprises scale-up, start-up. Pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes déjà solopreneur, Flavie a créé l'incubateur des solopreneurs pour pas être tout seul dans son coin. Et surtout, pour ce qui nous concerne, tu as écrit un livre. Et ce livre, c'est Salarié diversifié. Et c'est un guide pratique pour lancer sa boîte sans quitter son CDI. Et c'est pas pour rien qu'on parle aujourd'hui, c'est que moi, c'est une approche que je défends beaucoup au micro de Trouver sa voie, de dire arrêtons de penser que les choses se font en mode brutal du jour au lendemain. On peut très bien monter en puissance avec un side business, avec une marque personnelle qui grandit jour après jour. Seulement, le truc, moi, c'est j'ai l'idée, mais j'ai pas la méthode. Donc, Flavie, aujourd'hui, elle est venue vous parler sans bullshit de concrètement comment voir les choses et comment amener tout ça. Je voulais simplement te proposer, Flavie, de nous partager un peu ton quotidien et qui tu es quand même. Qu'est-ce que tu fais de tes semaines? À quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Et après, on se met au boulot. Écoute, merci pour l'intro. Moi déjà, il faut savoir que j'ai 40 ans, donc je suis vraiment la génération reconversion. J'ai l'impression que tous mes potes, s'ils sont pas déjà devenus profs, menuisiers, ébénistes, ou s'ils ont pas fait switch collective, ou des parcours comme ça, tu sais, de reconversion, de bilan de compétences, on a raté notre vie, quoi. Donc, sauf que la plupart de mes potes, ils se sont pas vraiment reconvertis parce qu'au final, ils ont des salaires confortables. C'est chaud à 40 balais, de changer de vie pro et de perdre la moitié de ton salaire. Et du coup, ça m'a confortée dans ce truc que j'avais fait de façon un peu empirique. Moi, j'avais rien calculé, tu vois? J'avais lancé mon podcast en parallèle de mon CDI, il y a à peu près, du coup 5 ans. J'ai été directrice commerciale France chez Sixt, donc j'avais quand même un poste prenant et assez prenant. J'étais pas mal busy, mais j'ai quand même fait ça à côté parce que j'avais envie, de faire un peu autre chose, mais sans plaquer ma carrière. Et au final, 5 ans plus tard, c'est devenu un solo business dont je vis aujourd'hui, qui m'a rapporté l'année dernière, 320 000 €, hors taxes de chiffre d'affaires. Et j'ai pu depuis, me lancer complètement. Mais voilà, on n'est pas obligé de se lancer non plus complètement. Mais en tout cas, moi, j'ai fait ce choix-là de partir à fond dans l'entrepreneuriat. Mais il m'a fallu du temps, tu vois, Alban. J'ai pas eu le courage de le faire tout d'un coup. J'ai fait salarié diversifié pendant à peu près 2 ans et après seulement j'ai osé voler de mes propres ailes. Et donc voilà, c'est ce que je raconte dans le livre, en fait, c'est qu'on se fait une fausse idée, je pense, de l'entrepreneuriat. On a l'impression qu'il faut genre la meilleure idée du monde et cetera. À cause de ça, du coup, on attend, on est frustré, on est vénère contre son son taf du moment, on râle, on fait rien. Et donc moi, je veux un peu casser ce cycle vicieux en disant: «Voilà, c'est possible de faire un petit truc à côté» et c'est ça qui va vous donner, en fait, des idées après d'entreprise à créer. Quel est l'enjeu pour toi aujourd'hui d'avoir, un side business? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que c'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat? Enfin, comment tu vois ça? Quelle est aujourd'hui ta vision sur tout ça? Alors moi déjà, je suis pas là pour dire, tout le monde doit être entrepreneur et tout, tu vois? J'ai pas d'action là-dessus, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi, clairement, je trouve ça, intéressant et pas que pour l'argent. Je trouve ça intéressant parce que intellectuellement, ça me fait du bien, moi, d'avoir des activités à côté, tu vois? J'avais un métier bien, mais il me manquait le côté créatif. Donc j'ai créé mon podcast et voilà, je bricolais mes petits podcasts, je faisais mon petit montage, mes petites vignettes. Ça a rajouté un truc dans ma vie, tu vois? Qui était pas que financier. Donc ce que je pense que les gens vont faire de plus en plus, c'est quand même avoir de plus en plus assumé, d'avoir des passions à côté de leur travail et c'est plus le travail à 100 et après ma vie compte pas à côté. Les gens, ils ont besoin de cet équilibre de vie. Il y a soit des burn-out, soit des bore-out. Donc en fait, les gens se crament, s'ennuient
Et je trouve que le side business, c'est souvent avant tout, histoire d'apprendre, de faire une passion, tu vois? C'est les gens pensent que c'est pour l'argent, mais c'est pas la motivation numéro un. Et après, je pense aussi qu'il y a quand même un truc qui nous traverse, tous les pays, tous les courants et tout, c'est la notion de souveraineté. C'est-à-dire que dans le monde incertain actuel, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que, tu vois, les gens ne veulent plus dépendre à 100 de d'un employeur qui pourra les virer à la première crise économique, parce qu'on a quand même subi, des mouvements un peu violents dans le monde du travail. Et le fait d'avoir un petit revenu souverain, c'est-à-dire, peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 de ton salaire qui provient de toi, que tu peux contrôler et maîtriser, je trouve que c'est un super bon coussin de sécurité, quoi. Si demain, il y a une réorg et que ton poste disparaît, parfois c'est même pas de ta faute, bah, voilà, tu peux rebondir et moi j'aime bien aussi cette notion de rebond, donc je trouve que ça sécurise aussi, tu vois? En mode, bah, est-ce qu'on va avoir une retraite et compagnie? Tous ces mouvements-là cette incertitude qui traverse notre société, on peut la gérer aussi en se créant son petit side business à côté. Ouais, à ça, je rajouterais que il me semble que c'est un muscle et que l'entrepreneuriat peut paraître une montagne, quand on s'est présenté comme le fait de créer une entreprise et cetera. Alors que si tu commences à faire un petit chiffre d'affaires, et que tu gères ton truc, mine de rien, il y a comme une sorte d'onboarding à l'entrepreneuriat qui fait que au bout d'un an, ça change pas grand-chose, mais au bout de 10 ans, je pense que tu es beaucoup plus résilient et notamment si tu te fais virer, tu es peut-être un petit peu plus à même de rebondir, même pour rechercher un boulot. Parce que en plus de cette source de revenus, tu vas avoir cette capacité au fond à t'auto-gérer dans une certaine mesure, quoi et donc je pense que Et ouais. bah, je rebondis sur ça parce qu'en fait, moi, la première chose qui m'est arrivée quand j'ai lancé mon podcast en parallèle, c'est pas gagner de l'argent, parce que ça a été que plus tard, ça m'a pris à peu près 2 ans pour monétiser. C'est beaucoup d'offres, d'emploi. C'est-à-dire que instantanément, j'étais devenue plus visible, sur LinkedIn et compagnie et donc j'ai reçu plein de propositions. Donc, tu vois, peut-être le premier critère, c'est aussi rester employable à vie. C'est un peu une assurance vie employabilité parce que quand tu as ton business à côté, bah, tu es obligé, bah, d'être un peu débrouillard, d'apprendre plein de trucs que tu savais pas faire quand tu étais, dans le corporate. Et voilà, je pense qu'aussi ça, c'est cool de se dire: «OK, je suis pas passif sur ma carrière, je reste quand même, dans le top, je sais pas combien de pourcents, 5 des gens les plus attractifs sur le marché du travail». C'est toujours, utile aussi pour pouvoir piloter sa carrière comme tu le souhaites et trouver des bons jobs. C'est intéressant parce qu'on a pas mal parlé au micro de Trouver Savoir. On a beaucoup parlé de personal branding, notamment avec Mathieu Bernard et en fait, il y a des gens qui m'ont écrit pour dire: «Ouais, c'est pas mal votre truc, mais moi, en fait, je j'ai pas envie de parler pour rien dire et du coup, je sais pas trop quoi raconter». Le fait d'être salarié diversifié, de facto, ça te donne un truc à raconter. Si tu as un business à côté, bah, ça te donne une bonne raison de publier, de créer quelque chose, pas forcément du contenu, mais d'avoir de la valeur à partager et donc un personal branding qui se développe. Donc ça peut amener aussi une bonne, visibilité comme tu dis, notamment même si ton but c'est de rester salarié toute ta vie, ça peut aussi être un bon tremplin vers le salariat, plus, Ah ben, mais d'avoir une carrément, casquette. moi, là, aujourd'hui, je vais avoir bientôt 30 000 abonnés sur LinkedIn. À l'époque, quand j'ai commencé, j'avais peut-être 3 000 4 000 personnes de mon réseau, tu vois? C'était des gens que je connaissais, tout ça. Et si j'avais pas fait salarié diversifié, j'en serais toujours à cher réseau, je recrute dans mon équipe, tu vois? 1 poste par an ou tous les 6 mois. Et là, en fait, moi, le fait de créer un média, d'ailleurs, c'est souvent un business model que je conseille pour les gens qui veulent se lancer parce que c'est très acceptable socialement. Tu vois, mon manager pouvait pas m'engueuler parce que je créais un podcast, quoi. C'était même plutôt quelque chose de positif Oui, qui rejaillissait aussi positivement sur mon métier. oui. Bah, grâce à ça, j'ai eu un prétexte pour me dire: «Bon, bah, attends, faut bien que quelqu'un écoute mon podcast. Bon, bah, allez Flav, prends ton courage à 2 mains. Bah, faut que tu postes, chaque semaine au moins une fois pour dire c'est quoi l'épisode de la semaine, ne serait-ce que pour ton invité». Et tu vois, ce petit pied dans la porte là, il m'a fait énormément de bien et c'est que plus tard après que, bah, voilà, ça après j'ai raconté d'autres choses, mais au début, j'aurais jamais osé parler de mon boulot. J'aurais jamais fait des trucs d'influenceurs, qui sont conseillés sur LinkedIn, donc je pense que tu as raison de dire que c'est vraiment un bon prétexte et c'est sans risque en plus parce que tu parles d'un hobby ou d'un truc à côté et pas forcément de ton métier où il peut y avoir, je sais pas, la confidentialité ou d'autres trucs un peu plus, gênants. Bah, justement, on va aller un peu dans le concret après de quelle stratégie, quel conseil tu peux donner à des personnes qui sont touchées par cette envie-là. Mais il y a toute une partie aussi d'entre nous qui peut dire: «Moi, j'ai juste pas d'idée. J'ai envie de monter un truc, mais j'ai pas d'idée». Concrètement, qu'est-ce que tu as envie de répondre aux auditeurs qui penseraient ça? Alors moi, j'étais vraiment comme ça, je piaffais, tu vois? Je me disais: «Mais c'est sûr que je vais aimer entreprendre», mais je cherchais mon idée
Et donc, quand on est comme ça, d'ailleurs, c'est pas toujours là qu'on trouve la bonne idée parce que on va trouver un peu un truc un peu forcé. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai créé mon podcast pour rencontrer des gens, voilà et d'ailleurs le contenu du podcast et tout ça a évolué, hein. Je l'ai fait un peu pivoter au fur et à mesure et c'est ce que j'appelle l'approche média et c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais aux États-Unis, ils disent: «Audience first, product later» et ça, c'est une version très moderne de l'entrepreneuriat et très contre-intuitive par rapport à tout ce qu'on nous a appris. Tu sais, nous, on nous a dit: «Tu vas dans ton garage, tu t'enfermes pendant 3 ans, tu codes un truc et voilà ton produit» et tu as une idée bien sûr révolutionnaire au départ de changer le monde. Sauf que c'est plus comme ça aujourd'hui qu'on crée des boîtes. Donc l'idée, c'est que tu vas créer du contenu ou un média, alors ça peut être une newsletter, hein, hyper, spécifique sur, ton métier, je sais pas moi, les achats, dans le domaine, je sais pas, les achats responsables. Parce que tu partages ton expertise, donc, là où tu es à l'aise, sur un sujet très précis, petit à petit, des gens vont s'intéresser à toi, vont venir, vont lire, chacune de tes éditions et cetera. Ça va créer ce qu'on appelle une communauté et c'est que quand tu auras des discussions avec ces personnes-là que tu vas mieux comprendre quels sont leurs problèmes. Et là, ça va te donner une idée de produit et souvent le produit sera bien meilleur quand tu le crées après avoir parlé aux personas qu'avant. Et donc, tu vois, on fait vraiment le chemin inverse. D'abord, on discute avec les gens grâce aux médias et après on crée un produit. Et pour la petite histoire, moi, je j'avais pas du tout prévu de vivre de mon podcast en fait, d'abord, c'était un podcast sur les dirigeants, après je l'ai fait pivoter sur le freelancing, parce que ça m'intéressait et en fait, à force, au bout de 2 ans, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message sur LinkedIn en me disant: «Flavie, j'adore ce que tu fais et cetera, mais je trouve pas le lien de ta formation, sur les solopreneurs» et là, je me dis: «Bah, oui, c'est normal, j'en ai pas» et là, ça m'a mis la puce à l'oreille, tu vois? Je me suis dit: «Ah, est-ce qu'il y a des formations pour devenir solopreneur?» Pas trop, en France et donc c'est là qu'est né l'ancêtre de l'incubateur solopreneur. D'abord, c'était un petit Notion où j'avais écrit toute ma méthode, écrite. Ensuite, ça a été une première cohorte, avec 7 personnes, que j'ai coachées en live et aujourd'hui, c'est devenu un produit avec, je pense qu'on est 300, il y a 300 incubés en ce moment et donc c'est quelque chose qui est censé me ramener, entre 200 et 300 000 € de chiffre d'affaires par an. C'est marrant parce qu'au final, c'est exactement le parcours que j'ai suivi aussi, sans trop m'en apercevoir, tu vois? Avec toute une phase de recherche sur des sujets qui m'intéressaient, beaucoup de rencontres de coachs et d'experts, États-Unis, Canada sur, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, comment on trouve sa voie. J'ai voulu faire un bouquin que j'ai jamais écrit, donc c'est devenu un podcast également. Mais pendant ce temps-là, mon boulot, c'était de vendre des gâteaux au chocolat, donc très éloigné du coaching, hein. Et puis il y a des gens qui ont commencé à me dire: «Mais c'est exactement pareil, mais en fait, je vois pas trop où est-ce qu'on clique pour se faire coacher». Je dis: «Bah, non, non, moi je suis directeur général d'une PME, je fais des gâteaux au chocolat». Et puis il y a un moment où ça devient une évidence, quoi. Ouais. Et mais ça, j'ai envie de dire, je vois une limite à ça, c'est que tout le monde n'aime pas et n'est pas fait pour, j'ai même pas envie de mettre le mot influenceur, mais Mmh. pour, créer un média tout simplement. Ouais, alors Donc quoi quand je d'autre, dis tu vois? quand je dis média, par exemple, je te donnais l'exemple de la newsletter, hyper geek, sur un sujet. Tu vois, moi, j'ai interviewé un développeur qui fait 100 000 € par an avec une newsletter geek sur un langage informatique. Je sais même pas ce que c'est là, et bah, c'est son truc de geek à lui. Ça nécessite pas de faire des TikTok et de danser, derrière sa caméra. Donc tu vois aussi, il y en a pour tous les styles. Mais après, ouais, je suis d'accord, ça, c'est la voie royale pour combiner les 2. Et en plus, quand tu es salarié, souvent, tu as le temps de faire grandir ton média, donc tu es pas pressé, de générer de l'argent avec. Mais ce que tu peux faire aussi sinon, c'est que tu peux plus simple, il y a d'autres business models pour gagner de l'argent plus rapidement, tu vois? Par exemple, un des business models les plus simples, c'est tu es expert dans un truc, toi, tu étais DG, d'une boîte qui faisait des gâteaux au chocolat. Tu pouvais ouvrir un calendrier avec des calls, payants. Donc ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Donc c'est, par exemple, 100 € hors taxe de l'heure ou 200 € hors taxe de l'heure et il y aurait pu avoir d'autres DG, de boîtes agroalimentaires qui réservent des appels avec toi pour que tu les aides sur leur stratégie X ou Y. Donc là, c'est vraiment de l'expertise à l'heure, du coaching, enfin entre guillemets «à l'heure», du consulting à l'heure et ça marche bien. Souvent, pour les postes très experts. Moi, j'étais directrice commerciale spécialisée en vente additionnelle. J'aurais pu ouvrir mon agenda et ouvrir ça à des hôtels, et cetera. C'était exactement le même métier, mais non concurrent du mien et je me serais fait, 100-200-300 € par heure et rapidement, tu arrives à 1 000 € par mois, easy, tu vois? Et 1 ou 2 heures de consulting par semaine, ça se fait. Et c'est très rapide à faire. Il y a pas besoin de faire un site internet ou quoi. Tu ouvres un calendrier payant genre Calendly.
Donc en fait, 2 approches. Tu peux partir de tes appétences, par exemple, parler au micro, écrire une newsletter, avoir une chaîne Insta, bref, Mmh. appétences ou, de tes compétences quoi, de ce à quoi tu es déjà payé en tant que salarié, donc tu as une expertise métier ou secteur et c'est cette expertise que tu mets, Mais heu souvent, les gens, font pas ça. Ils se disent, «Ah bah, comme je dois être entrepreneur, faut que je trouve une idée, révolutionnaire». Mais c'est une mauvaise idée ça, vaut mieux rester dans ce qu'on connaît. Et donc et en plus, souvent ce qui vous embête, c'est pas votre métier, c'est plutôt, l'entourage, le manager, les collègues, la contrainte. Mais, souvent on aime bien son métier quand même. Donc vraiment si vous avez un métier que vous aimez bien, moi je vous conseille de faire ça et donc après le parallèle aussi, moi je l'ai fait au début. Hem, donc 2 autres idées pour se lancer rapidement. Le côté conférencier, donc donner des cours d'abord. On commence souvent par donner des cours dans son ancienne école, ensuite dans des écoles spécialisées. Au début, c'est gratuit et après ça peut être payant. Généralement entre 60 et 90 € de l'heure et puis c'est très accepté aussi, tu vois, de combiner ça avec un métier. Et conférencier, c'est quand en plus, bah, vous êtes tellement expert que vous prenez la parole, vous vous manifestez pour, des conférences ou des événements qui s'organisent dans votre industrie et puis, bah, là, pareil, ça peut être gratuit au début et payant et une conférence, on arrive vite à 1 000, 2 000, 3 000 € par conférence, donc tu en fais une par mois. Bah, écoute, tu as, doublé ton salaire potentiellement, donc c'est pas mal. Et le dernier truc facile à faire sans produit, sans tech, rien, c'est d'être freelance à côté de son travail. Par contre, donc si on fait ça, il faut s'assurer qu'on ne fait pas du freelancing, que c'est non concurrent de son travail. Donc typiquement, moi, à l'époque, j'aurais pas pu faire directrice commerciale pour Europcar alors que j'étais chez Sixt, évidemment. Mais j'aurais pu, conseiller de l'hôtellerie, par exemple, qui était dans le même domaine. Et aussi, il faut s'assurer de pas faire des journées de freelancing au TJM, c'est-à-dire je vais, 1 jour par semaine chez le client. Il faut plutôt faire des livrables, avec du temps asynchrone. Par exemple, je développe ton site internet Alban et je le fais, la nuit, le week-end, quand je veux et donc on se met d'accord sur une date de livraison et je facture 3 000 €, mais je peux travailler un peu quand je veux, donc c'est beaucoup plus compatible avec son CDI. bah, oui, parce que tu amènes là un sujet assez important, c'est le temps Ouais. et je pense que c'est le enfin, je sais pas, ce que penseront les gens qui nous écoutent, mais je crois que c'est quand même un peu le red flag numéro un de dire: «OK, mais attends, moi j'ai potentiellement une vie de famille, je bosse déjà 50 heures par semaine en tant que salarié dans ma boîte. Où est-ce que je trouve le temps, même si j'ai un gros enjeu?» Mmh. Alors je comprends que c'est vraiment l'objection numéro un. Et en même temps, une fois que tu lances ton side business, ça va faciliter des choses sur la gestion du temps. Donc je sais que c'est paradoxal, mais typiquement, déjà si tu bosses 50 heures par semaine dans ton taf principal, le fait de lancer un side business, ça va t'aider à être plus efficace dans ton taf principal parce que tu sais, je sais plus quelle loi du temps, la loi de Murphy ou je sais pas quoi, tout le temps que tu l'as, bah, tu le remplis. Moi, tu me dis: «Bah, tu plus d'enfants, tu plus de mecs et cetera, Flavie, voilà, tu peux travailler tout le temps». Bah, je vais travailler tout le temps, en fait. Donc là, ça va te créer une contrainte où tu vas te dire: «Attends, j'ai mon business à côté à avancer», donc comme par hasard, tu vas déléguer plus, mettre un peu d'IA aussi dans ton travail. En fait, te bouger les fesses pour vraiment, changer de façon de travailler, pour viser la même qualité qu'avant, mais en moins de temps. Donc ça, c'est vraiment la notion de travailler au résultat plutôt qu'être présentéiste. Comme ça, tu récupères du temps. Et après, la deuxième idée, c'est que quand tu crées un side business, oui, ça te prend du temps, mais en fait, ça te recharge en énergie aussi souvent. Donc en fait, même si tu travailles plus, peut-être tu travailles 8 heures au lieu de 6 heures, en fait, tu es énergisé et moi, ça m'avait mis un coup de fouet. Moi, je pouvais bosser, tout le week-end sur mon podcast. J'étais heureuse, tu vois? J'étais vraiment dans le flow. Et enfin, la troisième idée, c'est vraiment de choisir une façon d'entreprendre moderne et light. Et donc, tu l'as dit, tu parlais de mon incubateur, c'est vraiment le soloprenariat. Moi, j'aime bien parce que c'est très minimaliste, c'est très digital. On s'appuie sur les outils qui existent déjà. Par exemple, on va pas aller coder un site internet pendant 3 mois. On va faire une page de vente en 1 heure avec un outil no code, voire même assisté un peu par ChatGPT ou par l'IA qui va nous aider à faire un travail de dingue. Alors qu'avant, il nous aurait fallu, 6 mois pour faire ce genre de site. Donc tu vois aussi aujourd'hui les choses vont beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus d'outils qui permettent d'être très, très minimaliste et de lancer sa boîte rapidement, quoi. Tu penses qu'on peut faire l'impasse sur de la communication? Parce que c'est un deuxième drapeau rouge qu'on sort souvent, c'est dire: «Attends, moi je suis pas un grand marketeur, un grand communicant. Pourtant j'ai vraiment une expertise, mais je vais pas aller faire tous les salons, je vais pas aller, j'ai pas ma chaîne TikTok comme tu disais et autres». Oui. Heu
plus ça va, plus je crois que c'est un passage obligé, que en gros, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut savoir communiquer si on a un side business. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors, bah, récemment, je faisais un épisode de podcast sur les 5 business models que moi je conseille pour les débutants. Et en fait, quel que soit ton business model, faut trouver des clients. Donc, faut pas rêver. Il y a forcément une contrainte sur comment je trouve mes clients. Après, c'est à toi de choisir ta contrainte. Typiquement, si tu fais du consulting à l'heure, tu peux aller prospecter les gens directement. Donc moi, je pourrais aller voir les directeurs d'hôtels, envoyer un message privé sur LinkedIn et leur dire: «Hello, est-ce que, vous faites des ventes additionnelles dans cet hôtel? Moi, je peux vous aider à faire x7 comme j'ai fait chez Sixt. Voilà mon calendrier, si ça vous intéresse, on se prend rendez-vous». C'est de la prospection directe parce que je suis à l'aise en prospection. Mais si je veux pas faire ça, il va falloir que je crée un média ou alors que je fasse de la pub. Mais dans ce cas, j'investis de l'argent. Donc en fait, il y a forcément une contrainte. Les clients ne tomberont jamais du ciel. Enfin, c'est ça le problème de l'entrepreneur et c'est pour ça que c'est dur. C'est qu'il faut aller avec les dents chercher ses clients. Donc après, tu peux choisir la façon la plus agréable. Moi, typiquement, j'adore faire des podcasts. Donc en fait, bah oui, c'est du boulot, oui, c'est fatigant, oui, c'est toutes les semaines, mais par contre, j'ai pas besoin de prospecter. Les gens, ils écoutent mon podcast, ensuite ils s'intéressent à mon univers. Après, je vais avoir créé, des pages de vente et tout ça et puis ils vont tomber sur, mon livre ou ma formation. C'est Donc vrai, il y a quelque chose que j'apprécie aussi, parce que c'est aussi ma façon de fonctionner sans faire trop exprès. Au final, je me rends compte que ce qui me fait vivre dans les bilans de compétences et avec la carte des talents de plus en plus, c'est que, ben, les auditeurs du podcast, au final me contactent. Et ce qui est drôle, c'est que quand on m'appelle, c'est toujours que le deal est déjà fait, en fait. En fait, toi, tu le sais pas, mais ça fait 6 mois que je t'écoute, ça fait 6 mois que je te suis. c'est Tu clair. pas besoin de dire un truc, j'ai compris que ça fit, quoi. Et donc c'est assez marrant aussi le fait de dire audience first. Ce qui est pas mal, c'est que tu crées aussi un produit qui te ressemble et les gens qui vont te contacter, en théorie, sont déjà, en phase avec qui tu es et avec ta façon de travailler. C'est ce que je comprends, du moins. Bah, moi, j'ai un dans le livre, j'en parle et dans mes podcasts, moi, j'ai ma stratégie, pour les solopreneurs, c'est les 4 piliers. Il y a 4 trucs importants à avoir. Il y a, ben, une expertise, il faut quand même, avoir une expertise vraiment qui sort du lot, tu vois? Toi, c'est vraiment, trouver sa voie, les changements de carrière et tout. Moi, c'est par exemple, les solopreneurs. Donc faut quand même savoir faire quelque chose à la base et pas faire un truc générique, un peu pourri que personne veut. Ensuite, il y a le média et tu vois, pour moi, le média, il est essentiel parce que sans média, quel qu'il soit, hein, peut-être ça peut être écrire des posts LinkedIn, bah, sans média, il y a pas de confiance. Donc en fait, les gens vont pas acheter. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Pourquoi on ferait appel à toi, Alban, pour nous guider dans notre carrière? C'est parce qu'on a confiance en toi, parce que tu as construit cette confiance grâce à ton média. Troisième brique, c'est un produit. C'est réfléchir à avoir un produit scalable, donc quelque chose qui se vend sans que tu passes du temps derrière à chaque fois. Donc par exemple, c'est, l'idée de créer une formation, que tu vas pouvoir vendre, formation en ligne, par exemple, sur, je sais pas moi, les bilans de compétences, au lieu de faire du coaching individuel. Et le quatrième pilier, c'est la communauté, c'est comment tu t'entoures. Qui c'est qui va t'aider à faire fructifier ton business? Parce que quand on est tout seul, on a besoin d'aide. Donc est-ce que tes clients ont un système de recommandation? Est-ce que tu fais de l'apport d'affaires? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu délègues des choses, des petites choses? Parce qu'on peut aussi déléguer à des freelances. Et parfois, justement, quand on est salarié diversifié, moi j'en connais, il y en a qui vont dire: «Ce que je gagne, je le réinvestis et en fait, j'ai quelqu'un qui va me faire mes posts LinkedIn pendant que moi je fais mon boulot principal. Comme ça fera connaître mon activité». Donc tu vois, il y a déjà une notion de je délègue des choses au lieu de tout faire moi-même. C'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que on a tendance aussi à beaucoup cloisonner, mais je pense que l'entreprise où on bosse peut être un bon terreau pour développer son business. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend des cours de naturopathie, enfin, qui fait une formation, qui se dit: «C'est bon, j'ai une expertise, par contre, il y a pas d'argent dans la naturopathie». Prends toujours ce cas, par contre, pour les naturopathes qui écoutent ou avec qui j'ai travaillé, mais bon, on sait maintenant que ça gagne pas, beaucoup, que c'est très concurrentiel comme pas mal d'autres choses. Et en fait, le lieu d'exercice peut aussi être l'entreprise. Je pense à un client qui donnait des cours de guitare, à une autre qui donnait des cours de yoga. Ses premiers clients, c'était ses collègues au fond, sur la pause déj. Et je trouve qu'on a tendance à beaucoup, séparer les 2, alors qu'en termes de communauté, bah, parfois, faut pas chercher plus loin que nos collègues. Mais bon, je suis pas expert du sujet, mais j'ai un peu ce sentiment-là. Mais carrément et en fait, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans la logique de salarié diversifié, c'est le côté miscible de nos vies pro et perso. Quand tu es solopreneur, tu mélanges un peu les 2 quoi, de plus en plus et typiquement, un cas d'usage que j'ai remarqué, c'est que
Tu me disais le problème du temps, j'ai pas le temps. Moi, j'ai commencé, j'avais ma fille, elle avait 8 mois, donc c'était chaud quand même de gérer, le début de la maternité, puis tout ça. Ben, imagine, tu prends un assistant virtuel. Un assistant virtuel, c'est un métier qui est en plein boom, en plein essor, donc c'est des assistants, des personnes de la vraie vie, mais qui t'aident à distance. Et ben, cet assistant, tu pourrais le prendre pour ton side business, mais il pourrait aussi t'aider dans ton métier principal et dans ta vie. Par exemple, il pourrait gérer un peu ta boîte mail ou t'aider à faire des présentations professionnelles pour que tu gagnes du temps. Et il pourrait réserver le centre aéré pour tes enfants. Là, comme je viens de faire ce matin, j'ai attendu 1 heure en ligne sur les trucs de Nantes Métropole pour inscrire mes enfants. Donc, tu vois, tu payes quelqu'un 40, 50 € de l'heure à peu près, pour t'avancer dans ton side, mais est-ce qu'elle pourrait pas t'avancer aussi dans la vie en général? Et donc tu récupères du temps que tu vas pouvoir employer à ce que tu veux. Créer un business ou juste te reposer ou, écrire un livre si tu veux. Tu vois, ça peut être écrire un livre, ça peut être un super side business aussi pour un salarié. Ouais et puis quand tu parles du côté un peu miscible, la porosité entre la vie pro et enfin la sphère professionnelle et la sphère intime, je pense que enfin je constate qu'on a souvent tendance à vouloir cacher les choses en disant: «Ce sera pas admis par ma boîte». Et tu vois, moi, je me souviens d'une époque où, pendant la journée, je dirigeais mes équipes et le soir, je racontais comment on fait pour être, pour survivre quand on est malheureux au boulot, en parlant de moi. Et je veux dire, que ce soit les équipes ou l'actionnaire de la boîte et autres, le pire, c'est que tout le monde s'en fichait, quoi. Ouais. Pourtant, j'étais sur un truc extrême de: C'est qui ce mec-là? Qu'est-ce qu'il raconte?» Tu vois? Et Mmh. hem et en fait, tout le monde s'en fiche, c'est ça le message, je trouve. Mais ça, c'est fou, c'est trop marrant ce que tu me dis parce que moi, en fait, typiquement, j'ai pas demandé l'autorisation à l'époque parce que j'osais pas, j'avais peur, tu vois? J'avais peur qu'on me dise: «Bah, attends, tu un poste à grosse responsabilité que comment ça tu vas lancer ton podcast?» Je sais pas pourquoi je m'étais dit, que ça allait être mal vu. Et donc, j'ai rien demandé à personne. Je me suis dit: «Bah, un podcast, au début, je gagne pas d'argent, c'est comme un hobby, donc je peux faire ce que je veux. Donc voilà, je lance mon podcast». Et puis, un jour, tu vois, le DRH arrive dans la boîte et me dit: «Ah, mais sympa ton podcast, Flavie». Et puis point, ça en est resté là. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai publié le podcast? Ben, rien. Personne n'a vu, personne m'a fait de commentaires, voilà. Donc en fait, exactement, le monde tourne pas autour de nous. Tout le monde s'en fout, tout le monde fait sa vie. Et d'ailleurs, au contraire, après, il y a même plein de gens qui m'ont écrit: «Ah, c'est génial ce que tu fais et comment tu as fait?» Et ça a presque mis plus de liens, en fait, entre nous. Donc la seule chose qu'il faut regarder, c'est quand même son contrat de travail pour être sûr que vous avez pas une clause, d'exclusivité, qui vous empêche de faire toute autre, nature, professionnelle à côté. Et ça se renégocie aussi parce que parfois les clauses, elles sont, tu sais, héritées de Mathusalem. Et si tu dis: «Bah, en fait, moi, je veux être youtubeur, de jeux vidéo à côté», qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Tu peux très bien gagner de l'argent avec YouTube AdSense, et sois youtubeur si tu as envie, tu vois? Tant que le travail est fait à côté. C'est intéressant tout ça. Comme le temps file, je te poserai bien 2 dernières questions. La première, ce serait, quels sont les quelques tips que tu aurais envie de donner à quelqu'un qui se dirait: «Allez, OK, go, déjà, je vais faire un tour sur le board, sur ce que tu proposes, le podcast, l'incubateur, mais aussi plus simplement, go, j'ai envie d'avancer». Donc on n'est pas encore dans le petit défi final, mais juste quels sont les quelques tips généraux que tu aurais envie de partager? Moi, Ou les erreurs à pas faire, tu vois? je pense qu'il faut, se bloquer 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est pas insurmontable. Je sais que les gens disent: «Ouais, 1 heure, 1 heure». Bah, regardez votre temps d'écran. Moi, j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai remplacé mon temps de scroll sur Instagram, perso. Je me rappelle même plus ce que je regardais, tu vois? Pour te dire à quel point c'était inintéressant. Et je l'ai remplacé par j'ai créé mon compte pro et je devais écrire un truc par jour sur Instagram à l'époque sur le leadership, parce qu'au début, le board, c'est un podcast de dirigeants. Point. J'ai fait ça et voilà, faites ça et fixez-vous un objectif par jour avec 1 heure, un truc à faire et regardez si ça tient, tu vois? Parce que déjà si, au bout de 2 jours, tu tiens pas, 1 mois plus tard, tu l'as fait que 2 fois, bah, je pense pas que le side business, ça soit vraiment un truc pour vous parce qu'il faut quand même être un peu discipliné, tu vois? Faut 1 heure par jour, mais par contre, faut la faire un peu tous les jours parce que sinon tu avanceras pas. Donc moi, je conseillerais ça, un défi pratique, tu vois? Pour, heu, pour lancer un petit truc à côté, média, ou consulting ou autre. C'est drôle, il y a vraiment beaucoup de similitudes entre nos histoires. Quand j'ai commencé à travailler ma méthode il y a une dizaine d'années, il fallait que je passe 1 heure par jour à lire du contenu, sur, comment on trouve sa voix. Et le hack que j'avais trouvé sur je sais plus quel influenceur qui avait partagé ça, un américain, il disait: «Bah, moi je mets des trombones en fait». Il s'était acheté une boîte de trombones et il disait: «Bah, en fait, j'ai pas le droit de m'arrêter. Donc chaque jour je mets un trombone. S'il y a un seul jour où je le fais pas, sauf le dimanche, mais il y a un jour où je fais pas le truc, quoi que ce soit, je casse ma chaîne».
Et j'étais arrivé sur une chaîne de trombone qui faisait 2 mètres, 2 mètres 50 et il y a un moment où tu dis: «J'ai fait tout ça, j'ai pas envie de casser le truc». Puis il y a forcément un jour où ça merde. Tu triches un peu un jour ou 2, puis après tu casses ta chaîne en disant: «Bon, bah, ça y est, ça a merdé». Mais tu vois, ça avait permis de tenir 3-4 mois à raison de jour par jour et tu rajoutes un truc visuel qui dit: «Tiens, clac, un trombone de plus». Et Hyper et et je m'étais dit: «Si un jour, je deviens connu et tout, je fais des confs, je montrerai la chaîne de 20 mètres de long». Au final, la chaîne, elle a jamais fait plus de 2 mètres et j'ai jamais fait de conf. Mais l'idée est là de dire: comment est-ce que quotidiennement tu poses un momentum, tu poses un acte concret qui te fait avancer quoi, que ce soit lire, produire, créer, écrire, et et en cetera. fait, les Ouais. gens, je crois qu'ils se rendent pas compte à quel point on abat des trucs quand on fait un petit truc tous les jours. Tu vois? C'est vraiment pas spectaculaire, en fait, l'entrepreneuriat. C'est pas genre, waouh, un coup j'ai ma grande idée et après d'un coup je lève des fonds. Non, c'est genre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure par jour, tu fais ta page Calendly, ensuite tu écris un article sur LinkedIn, ensuite tu contactes une personne, un prospect. C'est ces petits trucs-là, invisibles, insignifiants, qui vont faire qu'à la fin, tu vas tout cartonner, quoi. Mmh. Écoute, merci pour ce petit conseil et concrètement, quel défi on donne à nos auditeurs? Si tu nous écoutes et que tu te dis: «J'ai envie de commencer quelque chose, j'ai envie d'avancer», quel défi tu veux donner? En plus de l'heure par jour? Écoute, j'ai créé un petit outil, qui est dans mon incubateur solopreneur parce que tu vois, moi, j'ai créé plein d'outils qui existent pas parce que, bah, les business plans, les trucs comme ça pour, start-up, on s'en fout. Alors, quand on est salarié diversifié, on a besoin d'outils plus pratiques. Donc j'ai créé un petit prompt, un petit prompt où en fait, tu vas écrire ce que tu fais comme métier principal et ça va te donner des idées de business à lancer, en salarié diversifié avec des business models compatibles avec un CDI, où tu auras pas besoin de tout quitter pour entreprendre. Je pense que ça serait le super, enfin, tu vois, le meilleur, meilleure idée. Donc, on vous mettra le lien, vous cliquez, vous promptez et vous regardez les idées que ça vous donne et ça déjà quand ça donne des idées, ben, forcément ça donne des ailes et peut-être que ça donne un petit peu plus envie de se lancer, quoi. Bon, bah, super, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Flavie d'avoir pris le temps de nous partager, ton expérience du soloprenariat, mais surtout au fond du salariat diversifié. Merci, merci Alban. Merci d'avoir écouté Trouver sa voie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur albanmas.com et sur lacartedestalents.com pour découvrir d'autres ressources. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre carrière.